C'est où la transcription? Ah, très bien. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 31 mars 2022 et pour ces cours de panorama de la littérature française. Et aujourd'hui, le sujet du cours aujourd'hui, c'est le cours 12. Euh, Ici, je zoome. Et l'idée, c'est de parler je vais parler en fait de euh, Jean-Jacques Rousseau et le XVIIIe siècle. En fait, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans le romantisme, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le pré-romantisme de Jean-Jacques Rousseau et une brève présentation du XVIIIe siècle avec les Lumières, expliquer un peu de quoi il s'agit parce que, en fait, ces 18e siècle et les Lumières sont importantes aussi pour comprendre le romantisme, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, voilà, et je commence par. Je pense que c'est intéressant de faire un. Non, je vais commencer par un contexte. Donc, je commence avec Todorov. C'est plus intéressant. Ce livre-là, L'Esprit des Lumières, il est disponible dans les fichiers du cours, dans les fichiers du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, lecture complémentaire. D'accord? En fait, tous ces documents-là, ils sont disponibles dans le fichier du XVIIIe siècle. D'accord? Et Todorov, c'est un théoricien et critique littéraire assez important, euh, assez important en France, mais lui, il n'est pas français de naissance. J'oubliais, je ne sais pas s'il vient de la Roumanie, euh, mais c'est un personnage assez Todorov. Je cherche ici sa nationalité pour ne pas dire de bêtises. Bulgaire. Il est bulgaire, il est né en Bulgarie, mais il fait sa carrière en France. Et c'est peut-être un des théoriciens et critiques les plus célèbres du XXe siècle, lié au structuralisme, etc. Mais il dépasse aussi le contexte du structuralisme. Euh, et voilà. Par contre, non, c'est ça. Pour la biographie de Todorov, c'est ce qui nous intéresse. Parce que là, on ne va pas l'étudier en tant que critique et théoricien. Plutôt, on va utiliser ces idées ici autour de l'esprit des Lumières. Donc, il y a un premier chapitre intéressant ici. C'est le projet de ce siècle. Parce que vous avez sûrement étudié les Lumières à l'école, illuminisme, n'est-ce pas? Et il y a cette image ou cette métaphore des Lumières comme une métaphore pour éclaircir les idées, n'est-ce pas? L'idée des Lumières, c'est ça, c'est d'apporter un peu plus de clarté à la pensée, n'est-ce pas? Et surtout à cette époque-là, le mouvement philosophique des Lumières, il va faire face à la domination de l'Église catholique dans le monde intellectuel, les sciences, etc. Donc, c'est un mouvement philosophique qui va faire face à cette dominance de l'Église, d'une pensée un peu religieuse, une pensée en quelque sorte, je ne vais pas dire mystique, mais gardons ce mot religieux, une pensée religieuse, n'est-ce pas? Et les philosophes des Lumières vont faire face
à cette dominance de l'Église et vont défendre en fait le primat, ou primate, on ne dit pas ça, je sais pas, la dominance de la raison sur toute pensée, euh, en quelque mesure mystique, je vais dire comme ça. Et sinon, il y a plusieurs noms très connus de nous, comme Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu. Ce sont des penseurs importants pour cette époque, n'est-ce pas? Et sinon, voilà, et Kant aussi, le philosophe allemand. Et je vais utiliser un texte de Kant aujourd'hui, d'accord? Et voyons donc le projet de lumière. Je vais commenter ici quelques extraits de ce texte. Et je zoome, c'est bon. Oui, ce qui est intéressant dans ce qui dit Todorov, cette idée-là. Les Lumières sont une époque d'aboutissement, de récapitulation, de synthèse et non d'innovation radicale. Les grandes idées des Lumières ne trouvent pas leur origine au XVIIIe siècle. Mais il y a des traces ou une influence du Moyen Âge, de la Renaissance, de l'époque classique. Donc, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est une réflexion que je fais assez souvent ici dans ces cours et dans mes cours de littérature en général, parce que à l'école, au lycée, normalement, vous étudiez ces mouvements à partir je vais appeler des manuels scolaires, n'est-ce pas? Ces genres de livres préparés pour l'école, pour être utilisés à l'école. C'est plus ou moins le cas, par exemple, de Stalloni, Yves Stalloni. Je vous le montre. Je profite et je fais une critique à Yves Stalloni aussi. Vous connaissez ce livre-là, je marque la page 85. Donc, c'est un livre que j'utilise ici comme une référence, n'est-ce pas? L'introduction de ce livre est intéressante parce qu'il va parler de cette définition d'école, courant littéraire, mouvement littéraire. Par contre, les chapitres sur chaque mouvement, chaque école, chaque époque littéraire, c'est assez schématique, n'est-ce pas? C'est assez scolaire, je vais dire. Et pour vous donner un exemple, je passe à la description de ce chapitre sur les 18e siècle et les Lumières. Donc, vous voyez, il donne un contexte. Ce que je veux dire, c'est le chapitre, au pluriel, les chapitres de Stalloni ne sont pas mauvais. Ils sont bien faits. Ils sont bien référencés. Il apporte des références intéressantes. En général, les données présentées, os dados apresentados, sont fiables, mais c'est bien schématique, comme la plupart de ces manuels scolaires, n'est-ce pas? Et vous voyez, il a toujours la vie de l'esprit, l'esprit de lumière, l'encyclopédisme, objet de combat. Non, ah oui, c'est dommage. Dans les cas des Lumières, il ne le fait pas. Pardon, je vais vous montrer le romantisme, par exemple. C'est juste pour vous donner un exemple, je ne vais pas commenter. Je ne vais pas commenter. C'est ça que je voudrais utiliser pour démontrer ou exemplifier cette idée d'un texte schématique. Donc, vous voyez, il a ici, je mets en rouge en jaune pour aider la visualisation. Donc, vous voyez,
il a toujours, ou assez souvent, parce que dans les cas des Lumières, ce n'était pas le cas, mais il y a toujours une section du texte, l'esthétique d'un certain mouvement. Donc, les grandes tendances. Et on va voir ici le triomphe de la subjectivité. Oups, je vais monter. L'exaltation de la souffrance et du malheur. Oui, encore un dernier exemple. La création de personnages hors du commun. Et quand on voit ces genres de caractéristiques générales à propos d'un mouvement, on peut voir la mi-compréhension, la mécompréhension de la mauvaise compréhension. Par exemple, on va prendre n'importe quelle œuvre littéraire de cette époque et on sera capable de reconnaître ces caractéristiques-là. Et ce que j'essaye de faire assez souvent dans les cours de littérature, c'est de dénaturaliser les caractéristiques présentées dans ces genres de manuels, n'est-ce pas? Donc, ce que je disais, c'est à l'école, vous étudiez les mouvements des Lumières, l'illuminisme, comme ces mouvements qui met en avant la raison. C'est un début, je dirais, c'est pas vraiment un début, mais c'est peut-être les renforcements de la science moderne ou la façon scientifique de penser, n'est-ce pas? C'est-à-dire de penser à partir des évidences, d'utiliser la raison et non la foi, a razão e não a fé, etc. Mais c'est pas et par contre, ce que j'aime dans le texte de Todorov, donc je saute, je laisse ici le texte de Stalloni, c'était juste pour vous donner un exemple. Quand il dit que Lumière sont une époque d'aboutissement, de récapitulation et de synthèse. Cela veut dire que, parce que je vais dire assez souvent, on a l'impression quand on parle des mouvements de période historique, comme s'il y avait une grande rupture avec l'époque précédente ou avec le passé, et tout ce qu'on propose, c'est nouveau, n'est-ce pas? On a bien vu cette discussion à propos des avant-gardes, n'est-ce pas? Les avant-gardes avec les manifestes qui essayent de nous faire croire, né? Eles tentam nos fazer acreditar que ce qu'ils proposent, c'est nouveau. Assez souvent, il y a quelque chose de nouveau, mais cela ne veut pas dire que c'est tout à fait nouveau, n'est-ce pas? Il y a les références, il y a les continuations, il y a des ruptures, évidemment, mais il y a aussi, c'est-à-dire que ça vient de quelque part aussi, les influences, n'est-ce pas? Et donc, pour la période des Lumières, il met ici comme l'aboutissement, comme, vamos dizer assim, a finalização, né? Chegou a uma conclusão, quelque chose qui avait commencé avant, n'est-ce pas? C'est le résultat. La récapitulation, c'est une espèce de révision, et la synthèse, dont on ajoute deux ou plusieurs choses ensemble, n'est-ce pas? Donc, dans cette période, on peut reconnaître l'influence du Moyen-Âge, Renaissance et époque classique. Non, ça, c'est pas très important. Oui, ça, c'est intéressant aussi. Les Lumières ont été une époque de débat plutôt que de consensus. C'est-à-dire que c'est un moment, et en plus, n'est-ce pas, quand on dit que on va se proposer d'utiliser la raison
a razão, au lieu d'utiliser la religion, la foi, la tradition pour expliquer les événements, les faits, automatiquement, ça nous met en débat avec des différentes idées, n'est-ce pas? Et aussi, le 18e siècle a été un siècle de grandes transformations politiques, comme la Révolution française, n'est-ce pas? D'une certaine mesure aussi, la consolidation de certains États nationaux. Donc, ça change beaucoup la manière de vivre des gens, de vivre, de s'organiser politiquement, économiquement aussi, etc. Ça. Oui. Et je vais profiter, au lieu de lire ici, de profiter je viens de faire une critique à un texte comme celui de Stalloni qui est assez schématique et je vais utiliser mon schéma dans la boîte à côté. 3 idées à la base du projet de Lumière. L'autonomie, la finalité humaine de nos actes et l'universalité. N'est-ce pas? Donc, l'autonomie, c'est cette question de quelque chose qui est une fois en soi-même, n'est-ce pas? Uma coisa qui est fim em si mesmo. La raison, c'est un exemple. Et ça, c'est intéressant aussi parce que la notion d'autonomie, c'est-à-dire chaque champ de connaissances, d'études, commence à déterminer les règles, les propres règles de fonctionnement, de création, d'existence. Né? Cada campo de estudo, de pesquisa, começa a définir as próprias regras. C'est la raison pour laquelle on dit aussi que la littérature moderne, elle va naître au 18e siècle. Parce que c'est quand on commence à présenter les règles qui donnent une certaine autonomie à la littérature, au champ littéraire, au campo littéraire. Mais ça se passe aussi dans plusieurs domaines. Un exemple, c'est par exemple l'œuvre de Montesquieu, L'Esprit des lois. Et il organise l'État à partir de cette division de pouvoir, ce qui concerne chaque pouvoir, les élections, la démocratie, ça commence là, n'est-ce pas? Et quelque chose de très important, c'est la fin de l'Ancien Régime en France, avec la Révolution française, n'est-ce pas? Et l'Ancien Régime, c'est celui de la monarchie absolue, n'est-ce pas? Comme si les rois avaient reçu le pouvoir de Dieu, n'est-ce pas? Les rois comme un représentant de Dieu sur la terre. Même si c'est drôle parce que là, à présent, nous avons un président qui essaye de nous faire comprendre qu'il a une tâche divine à accomplir, n'est-ce pas? Presidente que tenta fazer crer que ele tem uma tarefa divina para cumprir. Mais vous voyez comment ça, c'est pas nouveau et c'est repris dans certaines idées du passé aussi, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, voilà, je parlais de l'autonomie, la finalité humaine de nos actes, parce que ce siècle et les Lumières vont mettre en avant la raison, comme je viens de vous dire, mais surtout la raison en tant qu'acte humain, n'est-ce pas? Nous sommes en tant qu'humains, qu'êtres humains, capables de penser, et donc ça, je vais vous montrer cette finalité humaine de nos actes dans la Déclaration des droits de l'homme. Je pense que c'est un bon exemple pour voir
mise en pratique cette idée-là de finalité humaine de nos actes. Et universalité, je dirais que c'est intéressant parce que on souffre encore aujourd'hui les conséquences de penser l'universalité comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de penser peut-être plutôt à la particularité, n'est-ce pas, avec les minorités, les études culturelles, etc. Par contre, cette époque-là de Lumière, on essayait de penser l'homme, je vais dire comme ça, comme on dit en français, n'est-ce pas? Les droits de l'homme, a gente traduz como direitos humanos, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on utilise en français cette mise à jour de l'expression les droits de l'homme et de la femme. Voilà. Mais l'idée d'universalité, c'est de, comme si je ne me trompe pas, c'était avec vous que j'ai commenté l'impératif catégorique de Kant, cette idée de faire en sorte que notre action individuelle puisse être mise dans une catégorie universelle, c'est-à-dire valable pour tous, n'est-ce pas? Par exemple, quand on prend l'idée que l'interdiction de tuer quelqu'un, né? Essa proibição de matar alguém, parce qu'on ne peut pas l'universaliser, n'est-ce pas? Parce que sinon, on met en risque notre propre vie, n'est-ce pas? Et donc, la vie, c'est aussi le bien le plus grand, le plus important que nous avons, n'est-ce pas? Donc, tout sera fait pour défendre la vie avant. Mais l'universalité, c'est on essaye de trouver certaines valeurs morales applicables à tous les hommes et à toutes les femmes. À cette époque, pas toutes les femmes, n'est-ce pas? Et en plus, à pas tous les hommes non plus. On sait très bien que à cette époque-là, il y avait encore l'esclavage, il y avait un certain eurocentrisme, un ethnocentrisme aussi, etc. N'est-ce pas? Il y a une pensée, mais cette pensée-là, c'est plus ou moins comme la démocratie grecque ancienne. A democracia grega antiga era essa, né? Que falava assim, democracia direta, mas para ser representado na democracia, você não podia ser mulher nem escravo. Né? Tinha que ser homem, eu não vou dizer branco, porque na Grécia Antiga acho que eles eram mais pardos, né? Mais voilà. Il fallait être homme, libre et d'Athènes, par exemple. N'est-ce pas? Donc, voilà. Oui. Le premier trait constitutif de la pensée lumière consiste à privilégier ce qu'on choisit et décide soi-même au détriment de ce qui nous est imposé par une autorité extérieure. Donc, et ça, c'est ce qu'on choisit et décide soi-même. Et cette idée de choisir et décider soi-même, ça se fait à partir de la mise en usage ou de la mise en pratique de la raison ou de la mise en exercice. Ça va mieux, n'est-ce pas? Cette idée de se décider et choisir quelque chose sans être imposé par une autorité extérieure, se fait à partir de l'utilisation de la raison, n'est-ce pas? Et quand on dit ici autorité extérieure, ça veut dire l'Église, le roi,
l'université aussi, qui était une institution traditionnelle, hiérarchique, etc. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce qu'il existait déjà à cette époque des universités, mais ne pas confondre avec le modèle d'université que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, l'université n'est pas forcément un endroit de libre pensée, n'est-ce pas? Émancipation et autonomie, oui, une caractéristique importante, c'est le désenchantement du monde. Euh, pour pouvoir s'y engager, il faut disposer d'une entière liberté d'examiner, de questionner, de critiquer, de mettre en doute. Plus aucun dogme ni aucune institution n'est sacré. Donc, cette idée du désenchantement du monde. Tout est passible d'être questionné, examiné, critiqué, etc. Parce que c'est, je l'affirme encore, la mise en exercice de la raison, n'est-ce pas? On va raisonner sur tout et n'importe quoi. Raisonner aqui como utilizar as faculdades da razão, né? Pensar. La critique de la religion, ça c'est important. L'autorité du passé contre le projet d'avenir. Et je vais déplacer la petite boîte. Donc, c'est à la religion qui s'adresseront les critiques les plus nombreux visant à rendre possible la prise en main par l'humanité de son propre destin. Et donc, on commence voilà. Et ce n'est plus l'autorité du passé qui doit orienter la vie des hommes, mais leur projet d'avenir. C'est intéressant, n'est-ce pas, de penser à cette idée d'un projet d'avenir déjà pensé au XVIIIe siècle dans ces mouvements de lumière. Parce que c'est quelque chose qu'on avait vu avec Sartre au XXe siècle dans les courants de l'existentialisme, n'est-ce pas? C'est intéressant parce que vous voyez, quand on voit les siècles en perspective comme ça, on se rend compte que toute transformation des mentalités, des postures, d'attitudes, parfois elles mettent des siècles pour se mettre en place, n'est-ce pas? Et vous voyez que la critique, peut-être que je vais arriver à ça aussi, la critique que les Lumières font à l'Église, ce n'est pas pour chercher un État laïque, comme nous avons aujourd'hui, ou nous cherchons aujourd'hui. La critique la critique contre la religion n'était pas une critique contre la religiosité et la vie spirituelle. D'accord? Parce que la raison, elle est comprise aussi, où l'humain, il est compris comme doué de raison, mais aussi de spiritualité. Né? O humano, nessa época, ele ainda é compreendido como uma parte racional e uma parte espiritual. Parce que nous avons vu avec Sartre, au XXe siècle, une espèce d'effacement du côté spirituel, n'est-ce pas? On se tient à l'existence présente. Et maintenant, avec je recule, maintenant, en reculant, avec les Lumières, nous avons la même idée de projet d'avenir, mais orienté par les hommes et pas par les autorités du passé. Quand je mets en rouge,
J'ai déjà parlé ici d'autorité du passé. C'est tout ce qui, quand on parle d'autorité du passé, ce sont toujours, ou surtout, les institutions conservatrices. Je dis là conservatrice, pas dans le sens de, parce que, não no sentido de que o pensamento delas ou a estrutura delas é arcaica, antiga, ou ultrapassada. Mais parce que une des fonctions des institutions, c'est de registrer, de fixer certaines procédures, certaines manières de se porter, n'est-ce pas? Par exemple, le mariage est une institution sociale et religieuse. La famille est une institution sociale aussi, n'est-ce pas? Et le mariage, par exemple, vous voyez, là pour réfléchir à une institution, parce que nous avons les institutions formelles, je veux dire, comme ça, ou politiques, dans une certaine mesure, comme l'État, la présidence, l'ONU aujourd'hui, la Banque mondiale, la Banque centrale ici au Brésil, ce sont des institutions. C'est-à-dire qu'il y a un certain corps composé des gens qui participent, il y a un ensemble de lois, de règles explicites ou implicites, né? Então, uma instituição, ela segue regras, ela reúne pessoas e ela determina regras e leis de procedimento, de comportement, de procédure, d'attitude, comme je disais, de comportement moral, n'est-ce pas? Et j'allais donner l'exemple du mariage. Pensez, parce que là, la phrase c'est, ce n'est plus l'autorité du passé qui doit orienter la vie des hommes, mais leur projet d'avenir. Parce que quand je pense ici, autorité du passé, je disais, les instituitions au sens large, né, no sentido amplo, instituições. Ça peut être une institution formelle, comme l'Église, ou une institution peut-être moins formelle, comme le mariage, n'est-ce pas? Et le mariage, comme vous voyez, c'est une union entre deux personnes faite avec les témoignages de Dieu, n'est-ce pas? Então, o casamento ele é feito com o testemunho de Deus. Ce que Dieu unit, l'homme ne sépare pas. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? En plus, à partir du moment qu'on se marie, selon cette perspective religieuse, etc., ça finit la vie de célibataire avec les comportements de célibataire, ça détermine l'union entre deux personnes et ça marque aussi la possibilité de fonder une famille, n'est-ce pas? Et assez souvent, fonder une famille autour d'une certaine quantité de propriétés matérielles, etc., n'est-ce pas? Et en plus, voilà, vous voyez que le mariage, par exemple, ça fonctionne comme une permission pour avoir des enfants, pour faire de l'amour aussi. Donc, vous voyez que ça établit certaines règles de comportement et d'action morale aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on essaye de laisser de côté l'autorité du passé à déterminer ou à orienter la vie des hommes et on cherche un projet d'avenir. Et ce projet d'avenir, ici, il va se faire à partir de l'utilisation, de la mise en exercice de la raison. Et on utilise la raison pour penser librement, pour se manifester, pour critiquer, pour décider ce qu'on veut faire. Non, ça va.
conduire à une attitude de tolérance et à la défense de la liberté de conscience. Voilà. Cette liberté de conscience, c'est quelque chose de très important. Ça vient avec liberté de conscience, avec liberté d'expression et la liberté des croyances aussi. N'est-ce pas? Des croyances, de pensée et de expression, manifestation, etc. Voilà, le chemin de la connaissance se fait à partir de l'utilisation de la raison et de l'expérience, n'est-ce pas? On commence à expérimenter de façon réglée, réglementée. Ça, c'est la méthode scientifique, n'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant de parler de méthode scientifique parce que nous avons le texte de Descartes, le discours de la méthode, si je ne me trompe pas, qui date d'un siècle avant. Et ça sert à penser, encore une fois, comment ça met du temps, les idées mettent du temps à être mises en place. N'est-ce pas? Ça va. Ah oui, voilà. Et nous avons ici donc liberté de conscience, d'opinion, d'expression, de publication. Voilà. Mais avant, je lis ce qui est en rouge ici. La connaissance est libératrice. Tel est le postulat. Ils favoriseront donc l'éducation sous toutes ses formes, depuis l'école jusqu'aux académies savantes et la diffusion du savoir par des publications spécialisées ou par des encyclopédies qui s'adressent au grand public. Je vais plus tard partager avec vous une série de vidéos sur cette époque, dont une sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, parce que c'était un projet grandiose de cette époque, la publication de cette encyclopédie c'est l'encyclopédie de la pensée, de la science, quelque chose comme ça. Qui, ce qui est intéressant, c'est que l'encyclopédie, elle était un projet mené par D'Alembert e Diderot, né, um projeto que foi desenvolvido pelo Diderot e pelo D'Alembert, qui ont contribué avec l'écriture de quelques entrées, mais ils ont invité les sages de l'époque, des figures importantes de chaque champ d'études euh, pour écrire les entrées dans leur especialização ou especialité, n'est-ce pas? Então, eles chamaram pessoas especialistas em áreas específicas para escrever sobre aquilo. Né? Uma coisa engraçada, só um comentário, a maioria de vocês aqui eu sei que é muito jovem, mas antigamente, quando eu estava na escola, por exemplo, sempre vinha, numa época do ano, um representante da Barça, que passava nas escolas e oferecia a vender a Barça, essa enciclopédia, né? Que eram, sei lá, 20 e tantos volumes, algo assim. E ali você encontrava de tudo um pouco, né? Uma explicação razoável sobre várias coisas. E por isso que a gente tem a expressão, né? Aquela pessoa tem um conhecimento enciclopédico, né? A pessoa sabe de tudo.
Je vais voir le chat. É de sua época também, pois é, isso denuncia, né, na cidade. E a gente até brinca, né, que hoje em dia é uma profissão que foi extinta, que era vendedor da Barça. E o Wikipedia, por exemplo, é um tipo de enciclopédia online em que a gente fala, né, diz muito isso, vocês sabem muito bem disso, que a Wikipedia não dá para confiar porque ela é editável, né? Então as pessoas podem modificar uma entrada, um verbete, né? É claro que aquilo tem meios também de verificação, de contribuição e tudo mais, tanto que pensem que na França é muito comum ter associações de, por exemplo, quando eu estava em Nantes, no doutorado de sanduíche, eu fiz parte de uma associação de contato e improvisação, que é uma técnica de dança contemporânea, né? Então tem associação de tudo, né? Um grupo de pessoas que, sei lá, grupo de associação das rendeiras, né? Que é muito comum aqui em alguns lugares, tipo Vale de Jequitinhonha, mas associação das pessoas que defendem o slow food, né? Comer devagar, com tempo, com calma, tudo mais. E aí você tem associações do entorno de escritores, né? Eu, por exemplo, acompanho a Associação de Études Céliniennes, a Associação de Estudos Celinianos, que é o autor que eu estudei no doutorado. Então, ela é informal, ela não está ligada à universidade, né? Mas tem ali um estatuto, tem umas regras de funcionamento, às vezes tem uma conta bancária também, no estatuto se prevê esse tipo de coisa, né? Uma regularidade de organização de eventos e tal. Falando isso para voltar para o Wikipedia. E é muito comum que, às vezes, por exemplo, essas associações organizem um verbete daquele escritor que eles gostam, amam, conhecem bem a obra e tudo mais, né? Num congresso que eu fui da Associação de Études Céliniennes, por exemplo, tinha professor de liceu, tinha professor universitário, tinha amantes da obra do Céline, né? Então, é uma coisa assim que reúne desde especialistas acadêmicos como simplesmente amantes da literatura daquele escritor, né? Já outras entradas, o problema é esse, assim, a gente não tem, muitas vezes, referências bibliográficas, acadêmicas, confirmadas, né, no Wikipedia. Par contre, Barça era um pouco diferente, porque era um livro, tinha uma editora, tinha ali um corpo editorial que organizava aquilo. Então, em termos de citação, era mais possível, né, utilizar a Barça como referência. Mais, je reviens à l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Mais ce n'était pas seulement, ou dans cette encyclopédie, ces projets de l'encyclopédie, n'entraient pas seulement les concepts, parce que je vais vous montrer ici l'entrée, la raison de retirer de l'encyclopédie. Il y avait aussi des manuels d'utilisation et des pratiques. Comment faire un puits, par exemple, né? Como fazer um poço artesiano. Il y avait l'explication dans l'encyclopédie. Et il y avait aussi une certaine quantité de planches dessinées avec aussi l'explication pour créer un objet, quelque chose pour l'utilisation quotidienne. Donc, c'était un projet pas seulement philosophique, mais pratique et, comment je peux dire, populaire, quelque chose comme ça. Et en plus, ça a été peut-être le premier cas d'abonnement, o primeiro caso de assinatura, que as pessoas assinavam para receber, n'est-ce pas? Donc, l'encyclopédie va marquer, ou le projet de l'encyclopédie
va marquer cette idée d'une connaissance plutôt scientifique, une connaissance qui se fait à partir de l'expérience, de la répétition, de l'observation des phénomènes et de la récolte de données, né, da coleta de dados, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie de la méthode scientifique, n'est-ce pas? Lembrem do ano passado, da CPI da Covid, de tudo aquilo que foi preciso explicar sobre o método científico, né, das vacinas e tudo. Né? La prévisibilité, la répétition, l'observation, etc. N'est-ce pas? Lembrem que tanto que se fala muito hoje em dia de publicação de papers, né, na área da ciência da saúde, mas que não houve ainda revisão de pares, né? É que alguém vai lá, descreve a metodologia utilizada, outros pesquisadores em outro lugar vão repetir aquela receita, se der certo, ó, né, nós temos aqui a autoridade, fizemos, seguimos direitinho e deu o mesmo resultado. Ou, não, peraí, não deu, então, peraí, vamos voltar e vamos verificar o que houve. Né? Ici, on parle de recherche scientifique, n'est-ce pas? Notre recherche à nous, autour de la littérature, se fait avec de base des procédures un petit peu plus différentes, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'un champ d'études interprétatif dans sa majorité, n'est-ce pas? Par contre, voilà, ça c'était pour parler de l'encyclopédie. Donc, cette idée d'une connaissance, je parlais tout à l'heure d'universalité. Pensez à ça aussi, n'est-ce pas? L'encyclopédie menait ou emmenait la connaissance d'ordre pratique et philosophique à la portée de tout le monde qui pouvait payer pour avoir des exemplaires de l'encyclopédie. Je ne me souviens pas, mais le projet initial comptait à plus de 20 volumes. O projeto inicial era mais de 20 volumes. D'accord? Voilà. Liberté de conscience, d'opinion. Voilà. Ici, c'est important, comme je disais tout à l'heure. Cette espèce d'intégralité de l'être humain, n'est-ce pas? Accepter que l'être humain soit la source de la loi, c'est aussi l'accepter dans son entier, né? Então, aceitar o ser humano, né, como a fonte da sua lei, c'est aussi l'accepter dans son entier, tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Il est corps, esprit, passion et raison, sensualité et méditation. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons une vision de l'homme qui n'est pas dissocié ou qui ne dissocie pas corps, esprit, passion, raison, sensualité et méditation. N'est-ce pas? Il faut considérer tout cela pour penser à l'intégralité de l'être humain. N'est-ce pas? Non. Ça va. Non, c'est bon. J'ai déjà parlé de l'école, de la presse, le débat public. Non, je n'ai pas parlé de ça, en fait. Oui, ce paragraphe-là, il est important, ça mérite de le lire tout entier. Donc, tous les secteurs, je commence ici, en haut, tous les secteurs de la société ont tendance à devenir laïques, alors même que les gens restent
croyants. Donc, la société va devenir laïque, mais les individus restent croyants, n'est-ce pas? La société laïque, mais l'individu croyant. Ce programme concerne non seulement le pouvoir politique, mais aussi la justice. Le délit, tort posé à la société, est le seul à être réprimé. Et il doit être distingué du péché, faute morale au regard d'une tradition. Et aussi, l'école, je déplace la petite boîte. Ouais, c'est bon. Voilà. Aussi, l'école destinée à être soustraite au pouvoir ecclésiastique pour devenir un lieu de propagation de lumière ouverte à tous, donc gratuite et en même temps obligatoire pour tous. Donc, il y a un projet d'école ici qui quitte l'Église pour entrer dans l'État laïque, pour devenir responsabilité de l'État laïque et de la société, n'est-ce pas? Donc, les idées de gratuité et obligation pour tous, à la portée de tous, c'est une, on va dire, une idée qui se développe à cette époque. Et aussi la presse périodique où on peut trouver place, le débat public. Ça, c'est important aussi, n'est-ce pas? La presse et le débat public. Ça, c'est important parce que la presse, c'est le véhicule de la liberté d'opinion, n'est-ce pas? Oui, la liberté d'opinion, mais à cette époque, on sait très bien que avec la liberté d'opinion, il y a la responsabilité de l'opinion qu'on véhicule aussi, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon. Oui. Et ici, c'est important. Est-ce à dire qu'elle est maintenant entièrement libre, qu'elle ne connaît plus aucune limite? Non. L'esprit des Lumières ne se réduit pas à la seule exigence d'autonomie, mais apporte aussi ses propres moyens de régulation. Le premier d'entre eux concerne la finalité des actions humaines libérées. Donc, c'est ça que je disais. Donc, il y a une responsabilité aussi, n'est-ce pas? Il y a des moyens de régulation existants ou possibles, pensés, considérés, n'est-ce pas? Finalité des actions humaines, possession des droits inaliénables. Cette idée de la possession des droits inaliénables, ça nous remporte ou ça nous renvoie à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais faire un saut pour ne pas laisser ça dans l'abstrait. Donc, je vais vous montrer quelques articles de la déclaration. Voilà. C'est dommage parce que j'arrive pas à zoomer beaucoup plus. Ouais, voilà, c'est le plus grand possible. Voilà. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale considérant que l'ignorance
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Ici, j'ai un autre document qui est disponible là, qui est le contexte de cette déclaration. Ils expliquent le contexte de la discussion de la déclaration et comment ils sont arrivés à la déclaration comme ce texte qu'on connaît aujourd'hui. Et ils expliquent l'idée inaliénable, inviolable, etc. N'est-ce pas? Par exemple, ici, ça c'est quelque chose de purement juridique. Et, par exemple, la partition entre droits de l'homme et droits du citoyen, ce sont les premiers qui sont au cœur du préambule. Par exemple, ces droits sont naturels, donnés par la nature. Ils préexistent logiquement à toute société organisée. Inaliénables, on ne peut pas les perdre. O inalienable aqui não é no sentido de alienado político, né, que a gente fala, o conceito do Marx, né, se não me engano. Mas essa ideia não pode ser alienado, né, essa ideia quando a gente fala assim, os bens de tal pessoa foram alienados para pagamento de dívida, né? Donc, ils sont inalienables, on ne peut pas les perdre. A questão que eu disse aqui é que um bem material, por exemplo, pode ser alienável. Então, ele não é um bem material, uma posse, casa, um carro, por exemplo, não é um bem inalienável. Eu estou falando aqui muito por alto, né? Porque eu tenho a impressão de que, por exemplo, se você só tem um imóvel e você mora nele, você não pode ser... Esse imóvel, eu não sei se não pode ser vendido, ou se isso mudou e pode ser. Não sei se tem alguém do direito aí mais atualizado sobre isso. Mas só para mostrar para vocês que são palavras, conceitos que ainda são usados, né? Hoje em dia. Et inviolable, sacré, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être inviolables. Pardon, le contraire. S'ils sont sacrés, ils ne peuvent pas être violables. Voilà, violés, n'est-ce pas? Donc, je reviens au texte de la déclaration. Et puis, voilà, sacré de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Donc, vous voyez l'institution que cette déclaration nous impose, n'est-ce pas, ou institue, c'est-à-dire un ensemble de droits, mais aussi un ensemble de devoirs. Et je ne vais pas tout lire, mais le document il est disponible. Voilà. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, les hommes naissent e demeurent libres e égaux en droit, em direitos. D'accord? Não é em posse ou acesso en droit. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, le but de toute association politique, comme parti politique, manifestation, etc., est la conservation des droits naturels. Et nous avons vu ici que
les droits naturels sont donnés par la nature et préexistent logiquement à toute la société organisée. Voilà. Imprescriptible de l'homme. Ces droits-là sont la liberté, donc on ne peut pas enlever la liberté d'une personne, la propriété. Donc vous voyez qu'il considérait la propriété privée, n'est-ce pas? La sûreté, a segurança, vamos dizer assim, et la résistance à l'oppression. Et voyons, je vais prendre un dernier exemple. Et je trouve cette déclaration très intéressante. Voyons. Oui, donc vous voyez la question ici de la liberté comme un droit naturel, il est revu ici, tout homme, pardon, voilà, tout homme étant, l'article 9, 9e, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Et avant de changer le document, la question de la communication, la libre communication des pensées et d'opinions. Donc, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. N'est-ce pas? Et vous voyez comment c'est un texte cohèse, qui a une cohésion, parce qu'il parle ici de ce qui est déterminé par la loi. Mais il y a un article ici. Voilà. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Donc, vous voyez que on détermine d'abord ça, c'est-à-dire, pour être accusé, il doit absolument exister le crime avant. Pour être jugé et puni pour un crime, il faut que le crime soit existant avant, n'est-ce pas? Et puis, de la libre communication ici. Donc, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Dans les cas déterminés. Donc, on essaye avec ce genre de loi de réduire comment on dit ça, il me manque les mots, l'arbitraire de la condamnation, n'est-ce pas, du crime, etc. Donc, ça, c'était pour vous donner un exemple. Je reviens au texte de Todorov, qui est là. Voilà. Oui. Je regarde ici s'il y a encore... ne se réduit pas... Non, ça va. Non. Oui, tout doit être humain, tout être humain a droit à la vie, donc la peine de mort est illégitime. Et comme vous voyez, c'est intéressant de voir ça discuter au XVIIIe siècle, mais la peine de mort a existé ou existe encore dans certains pays.
comme les États-Unis, n'est-ce pas, qui est un pays démocratique, qui ils disent qu'ils sont peut-être la plus ancienne démocratie moderne, etc. Je ne sais pas si je dis ça. Ouais, mais une, pour ne pas dire dans l'absolu. Ils sont une des plus anciennes démocraties modernes, mais ils utilisent encore la peine capitale, la peine de mort. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on met en débat et comme un droit des hommes de ne plus utiliser la peine de mort. Au 19e siècle, on aura Victor Hugo qui va écrire un texte contre la peine capitale, et puis on aura au XXe siècle Albert Camus aussi qui va avoir un texte, réflexion sur la peine capitale, aussi contre la peine capitale. Donc, depuis le XVIIIe siècle, on va commencer à penser à l'abolition complète de la peine de mort au XXe siècle. Donc, 2 siècles, 3 siècles plus tard. Voilà. Non, ça va. Non, ça va. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, ce livre est disponible. C'est un texte de lecture facile et très intéressant. D'accord? Et donc, je passe maintenant, euh, avant tout, avant de passer à un autre texte. Vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Mhm. OK. Donc, euh, je vais vous montrer. Voilà. Ici, nous avons une entrée de l'encyclopédie dont je viens de vous parler, celle organisée par Diderot et d'Alembert. Et l'entrée ici, c'est la raison. Et vous voyez, c'est un document long quand même, mais je vais lire avec vous des extraits ici rapidement, juste pour vous montrer les textes de l'époque. Je pense que c'est... Ouais, c'est bon. Peut-être... Voilà. Vous voyez, c'est comme un dictionnaire, raison, substantif féminin, ça appartient à... Ah, et ça, je vais vous partager avec vous une vidéo sur l'encyclopédie, et c'est très intéressant parce que il y a tout un schéma de renvoi entre les entrées. Tem todo um esquema como que eu posso dizer, de renvoi, vou chamar aqui em português de conexão entre as entradas da enciclopédia. Isso quer dizer que é remissão, na verdade. Renvoi, remission. Aí, por exemplo, raison, logique. Dans l'entrée logique, vous allez aussi entendre parler de la raison. N'est-ce pas? Então, é quase que quando eu entrei na Faculdade de Letras em 2001, a gente tinha uma disciplina no ciclo básico, no primeiro semestre, que chamava Estudos da Linguagem. E, na época, imagina, meu primeiro e-mail eu fiz já dentro da universidade.
o endereço de e-mail. Então, a internet era discada, aquela coisa toda, né? Não preciso voltar a falar disso. E na faculdade de letras, naquela época, as pessoas que estudavam, os professores, os pesquisadores que estudavam gêneros textuais, o boom da época era o hipertexto, né? Essa coisa de você estar ali lendo um artigo na internet que tem um hiperlink que te envia para um outro lugar, que tem uma explicação sobre aquilo, você volta ao texto ou não volta, né? Às vezes o caminho do hipertexto é um caminho labiríntico, né? Que você vai para um lado, para o outro, e no fim a leitura que você tem é quase que única, né? A depender dos caminhos que você vai trilhando, né? E isso foi uma inovação para a época, esse sistema de remissões dentro do texto, né? Que aí você tem dentro daquela entrada que você está lendo, no caso aqui a gente está lendo raison, ela te manda para outras que vão ter explicações complementares. E você rompe com a linearidade do texto. Voilà, raison, substantif féminin, ça appartient au champ de la logique. On peut se former diverses notions du mot raison. On peut entendre simplement et sans restriction cette faculté naturelle dont Dieu a pourvu les hommes pour connaître la vérité, quelque lumière qu'elle suive et à quelque ordre des matières qu'elle s'applique. Je voudrais juste voir, oui, c'est Jacour, en fait. Si je me trompe, c'est Jacour, même. Jacour, le responsable qui a écrit cette entrée. Voilà. Et c'est intéressant de dire que la raison est une faculté dont Dieu a pourvu les hommes, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ici, ça fait partie d'une des formes diverses du mot raison, n'est-ce pas? Et puis, par raison, on peut aussi entendre l'enchaînement des vérités auxquelles l'esprit humain peut atteindre naturellement sans être aidé des lumières de la foi. Então, os encadeamentos de verdades aos quais o espírito humano pode atingir naturalmente, sem ser ajudado pelas luzes, vamos dizer assim, da fé. Okay? Et en plus, ouais, non, ça va. C'était juste pour vous donner un exemple. Mais c'est intéressant aussi de voir, vous voyez, j'aime bien penser à ce texte comme un réseau de textes, n'est-ce pas? Comme une rede de textos. Parce que ce texte-là, je ne sais pas si j'ai la date d'écriture ou de publication parce que ici, comme vous voyez là, dans la couverture, c'est la première édition de l'encyclopédie. Ça, c'est aussi important. L'encyclopédie, elle comptait avec des mises à jour. C'est un projet qui a été développé dans une vingtaine d'années. Então, foram uns 20 anos em que o projeto foi empreendido pelo D'Alembert Diderot e foram feitas atualizações, mises à jour de ce texte. Et ici, comme je pris sur Internet, c'était la première édition, et donc la première édition publiée en 1751. Et puis, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
date de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire du 18e siècle, 1789, ali naquele período da Revolução Francesa. Et c'est intéressant de voir que, genre, la question de la raison ici, comment, je disais de penser ces textes comme un réseau de textes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on arrive on arrive à voir il dialogue en quelques mesures. Et l'exemple que je veux vous donner à ce propos, c'est avant d'entrer dans cette discussion, il y a, comme je disais tout à l'heure, ces idées-là, elles sont en train de se développer. Né? Muitas dessas ideias estão sendo desenvolvidas. C'est-à-dire, il y a l'élite intellectuelle, les philosophes, les penseurs, etc., qui élaborent ce genre d'idées. Et puis, ces idées commencent à se diffuser peu à peu dans la société. Donc, cela veut dire qu'on n'avait pas la vitesse de comunicação que nous avons aujourd'hui. Né? Não tem essa velocidade de comunicação que tem hoje. Donc, certaines de ces idées, elles étaient déjà posées, mais elles vont devenir une loi dans la déclaration à la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui m'intéresse de dire maintenant, pour vous montrer l'exemple, l'entrée de la raison, ça commence. On peut se former diverses notions du mot raison. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Donc, vous voyez les acceptions du mot, raison, de la notion, du concept. Et ça, c'est intéressant de voir que on met en débat, comme nous avons vu dans la déclaration, ce droit au débat public. N'est-ce pas? Então, na declaração, assegurava o direito ao debate público de ideias, opiniões, críticas, crenças, etc. N'est-ce pas? Et ici, dans la même entrée, on voit des idées différentes mises en confrontation. D'accord? Donc, le but de cette entrée, ce n'est pas de fermer la notion, de fermer la compréhension de ce qui est la raison, mais plutôt de mettre en débat les idées divergentes. OK? Et donc, je laisse ça de côté et je passe au texte de Kant. Et donc, Emmanuel Kant, réponse à la question qu'est-ce que les Lumières? Et voici, dans la même idée, le texte de Kant date de 1784. Então, o texto do Kant que vai definir um pouco o conceito de Lumière, iluminismo, vai ser do final do século XVIII. D'accord? A ideia é um pouco essa, né? Essa definição não é que ela... Talvez ela chegue um pouco tardia, porque é um pouco isso mesmo, né? Você precisa ter um certo distanciamento histórico para olhar para trás e dizer isso que aconteceu ao longo desse século é o que a gente chama agora de Lumière, o Aufklärung no alemão, no português a gente acaba usando iluminismo, né? Em inglês acho que é a mesma base, né? Enlightenment, eu acho, que tem a ver com luz, né? Voilà. Donc, et j'aime bien ce texte de Kant parce qu'il est assez clair. Et donc, il y a quelques extraits à lire ici ensemble. Et quelques notions importantes aussi. Ouais. Peut-être je...
c'est bon. Je mets mon rouge. Voilà. Donc, le texte commence. Réponse à la question, qu'est-ce que les lumières? Les lumières se définissent comme la sortie de l'homme de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Voilà. Et puis, je corrige ça. Je vais lire ce paragraphe et puis je commente. Donc, les lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise de Lumière. Eu acho que eu usei essa palavra devise, não foi aqui não, foi no disciplina de romance, que é uma, tipo, insígnia, né? Uma espécie de slogan para alguma coisa. A do Lumière, de Lumière, c'est là, sapere aude. Tenha, a tradução, né? Tenha coragem de te servir de ton propre entendement. Donc, je reviens au texte. Lumière se définit comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Donc, la tutelle, c'est ça. Une autre personne qui dirige notre entendement, c'est-à-dire notre capacité à comprendre les choses. O Kant tem todas aquelas categorias lá do entendimento, do faculdade do juízo, tal, mas o entendimento, se não me engano, o entendimento, porque acho que ele pode ser intelectual, intuitivo, então a gente pode entender aqui entendimento como uma capacidade de compreensão em sentido amplo. Se vocês procurarem, até tem entendimento. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Entendimento, aqui. Tô pegando, não estou pegando da Barça. Apareceu aqui, por exemplo, Infopédia, tem Educação UOL, Kant, Teoria do Conhecimento, a síntese entre racionalismo e tal. Então, entendimento para o Kant. Isso aqui é uma fonte não acadêmica, né? Só para a gente situar o debate aqui. Então, o entendimento é uma das duas fontes de conhecimento, juntamente com a sensibilidade. Tá aí. É a faculdade de pensar o objeto. Segundo Kant, é caracterizado por ser o lado ativo e criativo do conhecimento, pelo fato de produzir espontaneamente determinado tipo de princípios que vão ser os conceitos puros do entendimento. Então, entendimento e sensibilidade, as duas fontes do conhecimento. Sensibilidade tem a ver com sentimento e o sentido da percepção, né? Então, são, vamos dizer assim, talvez mais passivos, que a gente recebe, né? Enquanto o entendimento aqui é a faculdade de pensar o objeto, e para o Kant seria o lado ativo e criativo do conhecimento, né? E porque criam princípios, que vão ser os conceitos puros depois. Então, bem categórico, as categorias todas, assim, quadradinho, tem a caixinha para tudo no Kant, assim, é interessante, né? Tem uma, estou me lembrando aqui de uma coisa que eu falei mais cedo das associações e que eu fiz parte de uma de contato e improvisação, né?
eu fiz uma vez uma oficina de dança contemporânea que pensava, era fisiologia do movimento. Então, você pensava que você era o centro de um cubo, por exemplo, e que você tem um nível superior dividido em 9 espaços, né? Então, você tem 3 quadrados à sua frente, 3 na linha da cabeça e 3 atrás. A mesma coisa na linha dos ombros, do quadril, sei lá, dos joelhos e dos pés. E aí, com isso, você desmembra qualquer movimento, né? Por exemplo, um simples movimento de um gesto de dar tchau, ele está localizado dentro dessa possibilidade de fisiologia do movimento, de decomposição do movimento, né? Que então você pode, por exemplo, fazer uma partitura, né? Disso, assim, então, em tal momento da coreografia, o braço direito vai estar no nível tal, sei lá, A1-3B, né? Então você sabe onde vai estar ali. E o Kant, a maneira de configurar essa, dizer assim, filosofia do conhecimento era muito por categorias muito bem definidas, né? Bem racionalista. Voilà. Donc, de servir de son entendement. Então, pensando em entendimento como uma faculdade de pensar o objeto, sans être dirigé par un autre. Esse un autre aqui pode ser um professor, um intelectual, o padre, a escola, o Estado, o rei, a igreja, d'accord? Donc, raison pour laquelle Kant va parler de émancipation, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est bien dit ici. Et nous sommes, l'homme est lui-même le responsable parce qu'il y a une espèce de, pour reprendre l'expression de la Boétie du XVIe siècle, l'ami de Montaigne, une espèce de servitude volontaire, n'est-ce pas? A gente acaba fazendo uma espécie de servidão voluntária, deixando os outros pensarem por nós, n'est-ce pas? Et vous voyez comment c'est un dialogue, le texte de Kant, à la fin du XVIIIe siècle, avec en fait, le texte de la déclaration s'approche de ça. Mais on voit ces idées-là germiner dans la première moitié du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est avoir le courage de penser par soi-même, n'est-ce pas? Et puis il va dire, paresse et lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute tutelle étrangère, restent cependant volontiers leur vie durant mineure. O vocabulário do Kant desse texto vai ser muito esse, da emancipação, l'emancipation, aqui do pensamento, né? De ter liberdade para pensar. Então, o affranchi, por exemplo, é se libertar, né? Tanto que a gente usa, por exemplo, para um escravo liberto, em francês, c'est un esclave affranchi, né? Que ultrapassou ali essa coisa da posse. E por preguiça, o lâcheté seria uma espécie de, vamos dizer, sei lá, um certo relaxamento, assim, mas que é muito próximo de preguiça também, né? Moleza, assim, das coisas. Que nous laisse mineur. Então, o que estava falando do vocabulário, né? Ele vai usar muito vocabulário de l'emancipation e nous restons mineurs, né? Menores de 18 anos mesmo, assim, usando essa ideia da minoridade. C'est-à-dire
dans une condition dans laquelle les parents ou les gens les plus âgés pensent pour nous et décident pour nous, à notre place. Donc, en revanche, la possibilité qu'un public s'éclaire, donc lumière, le verbe éclairer, esclarecer, la possibilité qu'un public lui-même est plus réelle. Pardon, la possibilité qu'un public s'éclaire lui-même est plus réelle. Cela est même un peu près inévitable pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Car il y aura toujours, même parmi les tuteurs attitrés de la masse, quelques hommes qui pensent par eux-mêmes et qui, après s'être personnellement débarrassés du joug de la minorité, né, de ter pessoalmente se desembaraçado do jugo da minoridade, reprendront autour d'eux un état d'esprit où la valeur de chacun et sa vocation à penser par soi-même seront estimés raisonnablement. Donc, ça, ce qui intéresse, c'est cette vocation que nous avons à penser par nous-mêmes. Mais assez souvent, pour une raison quelconque, il va dire ici paresse ou lâcheté, on préfère déléguer à une autre personne ou à une autre institution le pouvoir de penser à notre place. Oui. Et pour reprendre ces lumières, il n'est besoin ou il n'y a besoin de rien d'autre que de la liberté. De fait, de sa plus inoffensive manifestation, à savoir l'usage public de la raison, et ce, dans tous les domaines. Então, em todos os domínios, em todos os campos, o uso público da razão e o pressuposto da liberdade. Oui, ici c'est déjà des petits commentaires. Puis il entre dans une série Le texte n'est pas long, il termine ici à la page 7, mais il entre dans plusieurs exemples. Oui, ça c'est une phrase intéressante. Si on demande maintenant, vivons-nous actuellement dans une époque éclairée, esclarecida, on doit répondre non, mais nous vivons dans une époque de propagation des lumières. D'accord? Et la page suivante, une espèce de résumé. J'ai traité l'aspect essentiel des lumières, à savoir la sortie de l'homme de l'état de tutelle où il se maintient par sa propre faute, en m'en tentant principalement aux questions religieuses parce que, en ce qui concerne les arts et les sciences, nos souverains n'ont aucun intérêt à tenir le rôle de tuteur pour leur sujet. Isso é interessante, né? Que nessa época dele, os souverains, né? Os soberanos, os governantes, não têm muito interesse em controlar as artes e as ciências. À cette époque-là. Parce qu'un siècle avant, on essayait de contrôler quand même les sciences. N'est-ce pas? E é engraçado, porque aqui a gente está num debate do século XVIII, por isso que é interessante voltar, ter esse conhecimento da história, do contexto e tal. Porque a gente viveu na pandemia, não só aqui no Brasil, não precisa ficar achando que é só aqui, mas uma certa necessidade de controle da ciência, né? Por parte dos governantes, que queriam determinar por eles mesmos o risco da pandemia, do vírus, ao contrário do que diziam os cientistas. Então, a gente vê aí uma certa disputa entre poder político e poder científico, vamos chamar assim. Né? C'est intéressant. Donc, ça, c'était le texte de Kant. Qu'est-ce que les lumières?
pour vous donner aussi une définition des lumières, n'est-ce pas? Et sinon, ça c'est le contexte du siècle que je voudrais vous donner. Et par contre, peut-être j'aurais besoin de la semaine prochaine, ou avant de la semaine prochaine. Ah oui, ça c'est important. Donc la semaine prochaine, on aura cours le 7 avril, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine. Ok? Então, a próxima aula é na quinta da semana que vem. É a disciplina de romance que eu vou passar de terça para quinta, por causa da minha mudança. Mais je voudrais vous dire un dernier mot. Le but aujourd'hui, c'était de parler de Lumière et de Rousseau. Donc, je vous ai donné cette vision large du 18e siècle, le siècle des Lumières. Et par exemple, Jean-Jacques Rousseau va participer aussi à tout ce débat politique. Vous connaissez Rousseau, surtout en raison du contrat social, son livre. Par contre, pourquoi Jean-Jacques Rousseau nous intéresse dans un cours de panorama de la littérature française? Parce qu'il participe à cette discussion autour de l'esprit des Lumières, de cette pensée philosophique. Par contre, Rousseau, peut-être il n'est pas des plus âgés de ces groupes, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Et comme vous savez, Rousseau, il va nous intéresser ici comme, je vais l'appeler un pré-romantique. Pourquoi Rousseau nous intéresse comme un pré-romantique? Vous savez, cette époque, comme je vous ai montré dans les textes de Kant, c'est une époque assez rationaliste. Raison pour laquelle j'ai choisi l'entrée de l'encyclopédie, la raison. Et vous avez vu que Kant utilise aussi l'idée de la raison, etc. Et donc, on essaye raison pour laquelle je fais une critique aussi à ces manuels qui vont résumer le XVIIIe siècle comme l'époque de la raison. C'est plutôt l'époque de l'émancipation de la pensée. Mais do que ser século da razão, é mais século da emancipação do pensamento. C'est-à-dire penser par soi-même, pensar por si mesmo. On utilise la raison pour se faire, mais pas tout simplement ou pas que la raison. Então, para pensar, a gente não usa só a razão. L'émotion, elle est présente aussi. Et Rousseau va nous intéresser doublement en littérature. Pour le dire de façon bien résumée ici, il y a un texte de Rousseau dans lequel il considère, parce que vous voyez, ça c'est un truc très intéressant. On va considérer que, surtout à cette époque, que la raison nous permet de connaître mieux la réalité. N'est-ce pas? Donc, la faculté de l'entendement nous permet de penser l'objet de façon distancée, etc. Par contre, Rousseau va penser d'une autre façon. Il va considérer la sensibilité, les sentiments comme aussi un moyen de connaissance, de connaître le monde. Connaître le monde de façon sensible. Et ça, c'est présent dans des livres épistolaires de Rousseau. Je crois que je l'ai ouvert ici. Oui. Julie ou la Nouvelle Héloïse et Émile aussi. Ce sont des œuvres littéraires de Rousseau dans lesquelles c'est présent cette question de la sensibilité.
Et donc, vous voyez, on verra dans le romantisme, à partir de la semaine prochaine, la considération du sentiment et de l'intuition comme peut-être plus digne de vérité par rapport à la connaissance du monde et aussi à l'expression de ces qu'on ressent. N'est-ce pas? Parce que au niveau littéraire, surtout au niveau littéraire, les sentiments peut-être nous permettent de vivre et de connaître de façon plus réelle que la raison. N'est-ce pas? Sei lá, né? Pensem numa... tem um textinho, vamos dizer assim, daquele Khalil Gibran, que é um pensador antigo do mundo árabe, em que tem a cena lá dos caras numa taberna, e aí a garrafa de vinho, aí chega um filósofo e fala, o vinho é verdade, não sei o que e tal. Aí chega um outro e faz um discurso sobre o vinho. E aí, por fim, chega lá um bêbado, pega a garrafa e bebe, né? Então, é um pouco isso, assim, o que por exemplo, diz mais sobre a verdade do vinho, né? Alguém que bebe o vinho ou alguém que está tecendo um discurso sobre o vinho, né? É uma outra piada desse tipo que se fazia no meio da sociologia, você coloca, se apresenta para um grupo de sociólogos, né, ou antropólogos, que foi descoberta uma nova tribo que não tem contato humano, né? E aí os antropólogos ingleses, alguma coisa assim, eles vão para lá para estudar a tribo. Os franceses pegam a tribo e trazem para a França para estudar a tribo na França. E os alemães se fecham num quarto e ficam pensando, o que seria essa nova tribo, né? Então, para mostrar um pouco esse deslocamento, né, de qual que é a melhor forma de conhecer o objeto. O objeto aqui no sentido amplo, né? Aquilo que se estuda, que se pesquisa, e não estou objetificando uma tribo nesse sentido. Mais Rousseau, donc, va apporter cette nouvelle idée de cette façon de connaître la réalité, la vie, à partir du sentiment. Et ça sera fondamental pour comprendre le romantisme, au-delà de tout schématisme des caractéristiques, comme idéalisation de la femme, exagération, etc., etc. Então, a gente vai tentar entender o romantismo de uma maneira mais profunda do que esses estereótipos de idealização da mulher, etc. D'accord? Et je n'ai pas eu le temps ici, mais Rousseau nous intéresse aussi, surtout en raison des œuvres Les Confessions et Les Rêveries du promeneur solitaire, parce que ces livres-là inaugurent dans la modernité ce qu'on va appeler le discours autobiographique. D'accord? Eu vou tentar, na próxima aula, fazer isso, de apresentar aqui rapidamente um trechinho de um desses dois livros do Rousseau para mostrar um pouco esse caráter autobiográfico, que vai ser importante também para o romantismo, né, e depois para as autobiografias no século XX. D'accord? Alguma questão? Dúvidas? Dúvidas existenciais? Ou... C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Então, todos esses textos que eu usei aqui estão todos lá. Como não vai ser matéria assim, fundamental, era mais uma contextualização, fica como leitura sugerida. Se alguém tiver interesse, está tudo lá disponível. Ok? E mais uma vez, volto a dizer, eu acho que esse texto do Kant, Qu'est-ce que les Lumières, é um texto fundamental e é muito interessante assim, para ter o gostinho de ler o Kant também,
entender um pouco a escrita dele. É bem bacaninho, tá? Fica a sugestão, fica a dica. E é curto, são 7 páginas. Então é isso. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine, d'ici une semaine. D'accord? Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.